8h32, Catherine Ney est l'invitée d'Europe Matin. C'est drôle de dire ça, Catherine Ney, invitée d'Europe Matin. Sonia Mabrouk, avant de reparler politique peut-être, abordons la dimension plus personnelle, plus intime aussi que contient ce deuxième tome de vos souvenirs, Catherine. Oui, deuxième tome intitulé « Tu le sais bien, le temps passe », parce qu'on va continuer avec vous, Catherine Ney, à évoquer tous ces personnages politiques, mais il y en a un autre de personnage, journaliste, narratrice hors pair, observatrice mordante, c'est vous, Catherine Ney. Votre vie, votre parcours se mêle à celui de la Ve République, et puis il y a la vie personnelle qui s'est en partie construite dans cette maison familiale, paradis de l'enfance, symphonie de l'ancien monde. Dites-vous, qu'est-ce qu'elle renferme, cette demeure ? Là, vous parlez de la maison de Touraine. Oui. Mais celle où c'était le temps de l'insouciance, dans une maison qui n'était pas... Voilà, où on a passé avec mes frères et mes parents des moments où il n'y avait pas de piscine, il n'y avait pas de choses absolument indispensables. Aujourd'hui, nous étions dans un village à Richelieu, en Touraine, avec un grand jardin, et puis c'était été les vacances les plus merveilleuses de ma vie. Avec une maman surnommée... Et avec une maman qu'on appelait Millette, et qui, mais j'en avais parlé dans mon premier tome, qui a été une mère pour nous, qui a su nous élever d'abord dans l'amour entre nous, c'est-à-dire, et qui était d'une bienveillance totale. Aimante, bienveillante. Voilà. Vous racontez votre dernier tête-à-tête avant la fermeture du cercueil. Votre reine, comme vous dites, vous lui écrirez une longue lettre pour la remercier, et vous l'avez placée à l'endroit où son cœur avait lâché. Vous êtes en cela, et mitterrandienne, vous croyez aux forces de l'esprit ? Oui, parce que, oui, bien sûr, tous ces gens que j'aimais, qui m'étaient essentiels, qui m'ont quitté, mais oui, c'est vrai, je continue de leur parler, oui, c'est vrai. Nous sommes en novembre, j'y pense, vous détestez les mois de novembre. Oui, parce que j'ai perdu le mois de novembre, mon père, mon frère, ma mère, ouais. Votre père, avec aussi des scènes... qui nous touche tous, universel. Quand vous accompagnez votre père à un endroit particulier, évidemment, cela va rappeler des choses et concerner beaucoup de Français quand ils vont lire votre livre. Ben oui, je raconte comment, quand mes parents ne pouvaient plus aller en Touraine un été, et qu'on avait décidé avec mes frères, de leur faire passer l'été dans une maison de retraite. Et donc, vous savez, quand on arrive dans une maison de retraite, en province, on voit une maison rose, comme ça, qui a l'air de la maison du bonheur. Et puis, dès que vous avez passé la porte, vous voyez en arc de cercle des gens dans des petites chaises qui ont l'air, voilà, qui sont en fin de vie, ou plus ou moins. Et donc, amener ses parents dans cet endroit, même pour leur dire c'est l'été, et je me souviens de mon père qui avait eu un mouvement de recul et était complètement abattu. Et d'ailleurs, il a eu un choc durant cet été-là, aussi parce que en maison de retraite, enfin, je ne sais pas si je le raconte, un orchestre est venu jouer, et dans les musiciens, il y avait des ouvriers qui étaient sous sa direction à la SNCF, puisqu'il dirigeait les ateliers de la SNCF, et qui sont venus lui faire des compliments, lui dire qu'il avait été un patron sévère mais juste. Et ça lui a fait... Vous savez, quand vous êtes âgé, que vous êtes enfermé dans votre monde, vous entrez dans l'anonymat et dans la catégorie des invisibles, on ne vous regarde plus, et tout d'un coup, qu'on le regarde et qu'on lui fasse des compliments, ça le ramenait dans la vie d'aujourd'hui, et ça lui a fait un choc terrible. Et il était tellement ému qu'il en a fait un AVC, je veux dire, enfin un quart d'heure après, il a eu cette chose-là. Et... Vous en parlez avec beaucoup de pudeur. Il y a des moments, des chapitres qui nous concernent tous, ce sont nos vies à travers la vôtre. Il y a, c'est mêlé à la fois la vie personnelle et la vie politique, ce qu'on va faire au cours de cet entretien. Et en même temps, évidemment, vous poursuivez votre travail, vous poursuivez la façon dont vous racontez la vie politique, vous assistez à des meetings notamment de Jean-Marie Le Pen, vous entendez juste derrière vous quelqu'un dans la salle qui hurle « Mort aux Juifs !» Vous êtes évidemment choqué, tourneboulé, et qu'il ne soit pas renvoyé manu militari. Et lorsque vous rapportez cela à Jean-Marie Le Pen, il trouve toujours des excuses. Ah oui, ça, je lui disais, mais enfin, mais parce qu'il se défendait d'être antisémite et d'avoir des amis antisémites. Et je lui ai dit, c'est quand même le seul meeting de ma vie où j'ai entendu des gens, votre meeting, crier, mort aux Juifs, mort à Anne Sinclair, il vous dit, c'est peut-être la police elle-même qui Alors il dit, mais c'était peut-être un policier qui venait faire de l'agit-propre, et si je l'avais fait arrêter par nos services d'ordre, le lendemain, le
Matin, qui était un journal socialiste, et Libé aurait titré « Des nervis de Le Pen empêchent un démocrate de s'exprimer ». Et j'avais trouvé ça j'avais éclaté de rire quand même, tellement c'était gros, voilà. Il y a quelque chose qui est frappant dans votre livre, c'est l'accès finalement aux familles auxquelles vous avez eu pendant votre carrière, que vous les avez suivis, vous les connaissez intimement. Ces familles qui sont dans des états de décomposition parfois assez avancés. Vous parlez de quoi là? Même Jean-Marie Le Pen, Pierrette part avec un ami de la famille. La famille Sarkozy également. Oui, mais vous savez, la politique, d'abord c'est très dur pour un couple qui a su, pour une femme, d'accompagner un homme dans son ascension au pouvoir, et puis de subir, vous savez, dès que vous êtes en politique, et quelquefois parce que vous provoquez aussi, je veux dire, c'est tous les jours des attaques, des choses qu'il faut avoir des nerfs d'acier pour supporter ça. Et évidemment, moi je crois que Pierrette Le Pen, il y a eu des attentats contre eux, enfin ils ont eu une vie quand même très très difficile, et puis voilà, pourquoi elle décide un jour de s'en aller sans prévenir, partir avec ses valises, avec un ami de la famille qui était un journaliste dont elle aurait dû se méfier, qui était le 4e mari de Gloria Lasso, dont elle avait dit chez Ardisson que c'était le seul qui l'avait plumé. Vous voyez, non, et elle a disparu sans donner signe de vie à ses filles qu'elle aimait. Je veux dire, moi j'avais vu la mère et les filles ensemble partir comme ça, et pour Marine Le Pen ça a été un gros traumatisme. Et donc toutes ces familles, elles payent un lourd tribut à la politique, parce que soit les enfants ne voient pas leur père, soit, oui, c'est quelque chose qui dévore. Il y a un autre vaincu de l'amour. Comment ? Il y a un autre vaincu de l'amour, Nicolas Sarkozy, qui occupe une large part de votre livre. Oui. Alors il y a la part personnelle, il y a la part politique. Et pour comprendre les relations Chirac-Sarkozy, il faut partir, selon vous, de la blessure d'amour-propre infligée à Jacques Chirac. Tout est parti de là pour comprendre leurs relations, Catherine ? Oui, parce que Nicolas Sarkozy est unique dans son genre, parce qu'il est parti de la base. Il a commencé par nettoyer, passer à la serpillière la permanence de Neuilly, et pour devenir président de la République. Il a monté tous les échelons, mais en se poussant lui-même. On ne lui a jamais rien donné. Ah, vous avez une phrase exceptionnelle. Oui. Il apporte le dîner, comment vous pouvez nous la raconter ? Non, mais il disait, parce que comme il est imaginatif, il disait, moi, quand je ne suis pas invité à dîner, je sonne, j'apporte le repas, et c'est rare qu'on ne m'invite pas. Et c'est vrai qu'il était tellement imaginatif, il apportait tellement de choses que tout d'un coup, il rendait bien des services. Et dès qu'il a pu entrer comme 37e membre du conseil municipal de Neuilly, il est devenu indispensable. 7 ans après, il était 7e, vous voyez, et puis 3 mois après, il était maire, parce que il savait aussi que pour arriver, il fallait se mettre dans la roue d'un ancien, écouter, s'imprégner de son expérience, lui suggérer des choses plus nouvelles, se rendre indispensable pour un jour lui succéder. Vous voyez, quand il y avait eu les rénovateurs, où ils étaient 12 de 2 partis à la fois, UDI, RI et RPR, à vouloir secouer le cocotier contre Giscard et Chirac, disons-le. Mais Nicolas Sarkozy avait dit, mais à quoi ça sert ? 12 types du même âge, à 5 ans près, qui sont tous ensemble alors qu'ils veulent tous être le premier. Mais après, il n'a pas hésité à se comporter en rival, quand même déclaré du début de quinquennat de Jacques Chirac. Il s'est déclaré en rival parce qu'il a été... furieux de ne pas être Premier ministre. Chirac lui avait demandé de ne pas prendre le RPR, il ne le voulait pas, et donc mais il lui a dit, mais tu sais, j'aurais besoin de toi si je suis élu, vraiment, prépare-toi. Et quand on dit à Nicolas, prépare-toi, il s'est dit, ça ne pouvait être que Matignon, vu que Juppé était pris par ses affaires judiciaires. Et donc, il dit, il ne peut y avoir que moi. Et là, il a eu l'impression, il s'est préparé, il a visité la France, il a fait un livre, enfin, et il se disait, je suis Premier ministre, il voulait forcer les choses. Mais Chirac n'en voulait pas. N'en voulait pas comme Premier ministre, parce qu'il disait, mais écoute, il disait à Debré, écoute, si je le nomme, dans 3 mois, on demandera qui est le grand type derrière Sarkozy, quoi. Il pensait qu'il allait tout bouffer. D'ailleurs, il aurait peut-être tout bouffé. Rétrospectivement, quand on regarde le personnage de Nicolas Sarkozy, qui passait pour être celui qui enfonce les portes,
forte et qui veut brûler les étapes. On se rend compte finalement qu'il était extrêmement loyal et fidèle au système. Il y avait cette idée, vous l'avez très bien dit, d'une patience. Il faut attendre son tour aujourd'hui. Tout ça a volé en éclats aujourd'hui. C'est assez frappant de constater que cette patience-là aujourd'hui n'existe peut-être plus, Catherine Ney, de votre regard rétrospectif. Aujourd'hui, c'est-à-dire que l'arrivée d'Emmanuel Macron a fait exploser un système. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on croit que tout est permis. Il suffit qu'on se présente et là, on peut être président de la République, comme ça, sans expérience. Et donc, ce qui est arrivé une fois, est-ce que ça peut arriver deux fois? Emmanuel Macron, d'ailleurs, vous dites dans Le Point, s'il fallait choisir un titre de biographie le concernant, ce serait Le pays dont le prince est un enfant. Oui, parce qu'il a des côtés, c'est quelqu'un d'exceptionnel par son intelligence, par sa capacité au travail. Parce que, vous savez, aujourd'hui, pour faire de la politique, il faut une énergie hors norme. Il faut être un sportif de haut niveau. Et en plus, le président... Est-ce qu'ils l'ont tous été? Par exemple, de François Hollande, vous dites que sa bonne étoile n'était qu'une étoile filante. Fermez le banc. Oui, quand on ne se représente pas et que... Oui, c'est pas un succès. Je veux dire, c'est peut-être un garçon avec qui il est agréable de dîner. Vous voyez, ça peut-être de tous. C'est celui peut-être avec lequel aujourd'hui on rirait le plus. Tiens, avec qui Catherine Ney aimerait dîner? Avec qui vous pensez qu'il aurait pu avoir les mêmes échanges que vous aviez avec ces personnages dont on vient de parler, d'ailleurs plus anciens de la Ve République? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec cette épaisseur, avec cette puissance, avec cet enracinement dans l'histoire aujourd'hui? Est-ce que vous le voyez, ce personnage? Enfin, dans la génération... Écoutez, je sais pas, je vais pas faire de... Je sais pas, j'y ai pas pensé. Donc, si je n'y ai pas pensé, c'est que ça ne me vient pas naturellement. Voilà. Et je ne vais blesser personne. On va marquer une pause, on va continuer à parler de ces personnages à la fois publics et puis personnels aussi, Catherine Ney. Ah oui, les questions de René Monory, j'ai beaucoup aimé les pages consacrées à l'ancien président du Sénat, garagiste, père du Futuroscope, et peut-être visionnaire, et ce serait bien d'invoquer les mannes de René Monory aujourd'hui. 8h43, vous êtes sur Europe 1 avec Catherine Ney jusqu'à 9h.